Bonsoir et bienvenue pour cette vidéo interview de Brand, Jérôme, je sais pas comment tu préfères, si Brand ou Jérôme. Comme tu veux, les deux me font. D'accord, et Coralie, et ce soir nous allons parler, donc ce sont deux personnes que vous connaissez certainement des éditions Lapin Marteau, ce petit logo que j'ai mis à l'écran qui est adorable, ce petit lapin blanc à la mitrailleuse. Et on va parler du nouveau bouquin qui est en financement participatif en ce moment, Monster Earth. Alors, question déjà, c'est Monster Earth ou Monster Earth 2 pour le coup? Ah. En fait, c'est la deuxième édition du jeu de rôle Monster Art. On n'a pas mis deux parce que, en gros, on voulait pas que ça induise des choses du genre est-ce qu'il faut avoir le 1 ou ce genre de truc. Mais en fait, c'est la traduction de la seconde édition, en fait. Voilà, pour répondre précisément à la question. Ça répond assez correctement à cette question et je t'en remercie. C'est vrai que moi j'ai tendance à mettre deux, mais je vois partout que c'est Monster Arts mal. Donc, Bah, il y avait effectivement la première édition avait été traduite par la boîte à eux il y a quelques années, mais en fait ça fait pas mal de temps que le jeu est plus disponible, donc c'est pas du tout, on va dire, la même couverture, le même graphisme, donc il y avait quand même peu de chances pour qu'il y ait des confusions, et pour justement pas créer d'autres confusions, on est resté sur pas de deux. Voilà. En fait, dans la plupart des jeux de rôle, on met pas le numéro de l'édition, à part peut-être Donjons et Dragons, qui est pas, qui est pas le jeu de rôle le moins joué, hein, bien sûr. Mais du coup, ça risquait d'entraîner pas mal de confusion, comme le disait Coralie, vu que c'est assez inhabituel, quoi. bon, écoutez, merci pour cette précision, mais effectivement, en plus, il y a deux volumes dans l'édition que vous avez proposée, ça on va le voir au moment où on va parler du financement participatif. Déjà, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Alors, moi sur mon écran, de toute façon, Coralie est en haut, et moi-même, je te connais un peu moins que Brand, donc j'aimerais bien te connaître un peu plus. Qui es-tu, Coralie? Eh bien, donc je suis Coralie, donc je gère Lapin Marteau avec Jérôme, et je fais du jeu de rôle depuis plus de la moitié de ma vie, je pense maintenant, hein, ça commence à dater. Voilà, j'ai ensuite fait pas mal de recherches à l'université en jeu de rôle, d'abord un premier master, puis une thèse. Ensuite, j'ai commencé à bosser dans le jeu de rôle. J'ai bossé un peu pour Black Book notamment, et puis après, quand Jérôme m'a proposé de venir chez Lapin Marteau, j'ai accepté avec joie. Et on continue aussi à faire un peu de recherche, notamment dans la collection Sortir de l'Auberge, avec la trilogie pour l'instant, mener des parties de jeux de rôle, jouer des parties de jeux de rôle, la boîte à outils du MJ. Ça nous arrive aussi d'aller en colloque, ça nous arrive de donner des stages. Voilà, on continue un peu ça parallèlement au travail d'édition. Et évidemment, j'écris dans certains jeux de rôle avec Jérôme. Voilà, on a participé à Monster of the Week, à Héros et Dragons, ce genre de choses. La collection Sortir de l'Auberge, bien évidemment. Et puis là, on va aussi écrire des choses dans le volume 2 de Monster Art dont on va parler tout à l'heure. Voilà. En plus d'être des auteurs, vous restez des grandes plumes. Un Écrire grand jaune, mais des lapins à plumes, quoi. des Voilà. lapins à plumes. Et toi, Brand, je t'en prie, hein, présente-toi. Moi, je te connais surtout à travers les émissions de Popcorn. D'accord. C'est vrai qu'en plus, je pense jamais en parler. Non, mais c'est nouveau pour moi, en fait. On va être content. Je m'excuserai, comme d'habitude. Non, en fait, plus sérieusement, moi, je suis tombé dans le jeu de rôle depuis que je suis tout petit, quoi. Et en fait, je veux dire, je fais que ça de ma vie, en vrai. Tous les gens que je connais sont des rôlistes ou presque. Je passe mon temps à faire du jeu de rôle, à lire du jeu de rôle, à jouer au jeu de rôle, à rêver que je joue au jeu de rôle des fois même, hein. Et donc je fais, tout ce que Coralie a dit. Et effectivement, il m'arrive aussi de faire, en général, c'est un mardi sur 2, sur la chaîne de Captain Popcorn, de jouer, alors, en ce moment, c'est à son jeu qui s'appelle Terre pour Fan.
avec Lucianen, Pétulia et Presea. Et puis on s'amuse bien. Merci en tout cas, merci à vous deux pour vous êtes présentés. Donc on va parler quand même du jeu parce qu'on est là pour ça. Monster Earth, quelle est la particularité de ce jeu? Moi je l'ai feuilleté un petit peu. J'ai pas un jeu qu'on pourrait classifier en classique, pas forcément comme un rôle. Là on parlait de Donjons et Dragons ou de Bonhomme. Or on n'est pas dans le medieval fantasy en plus du tout. Donc qu'est-ce qui en fait un jeu assez particulier et est-ce que en plus cette particularité fait que il est accessible à tous? Donc, ouais, pour moi, les trois principaux éléments qui vont se dégager de Monster Art globalement, donc c'est les thèmes liés à l'adolescence au sens très très large du terme, on va pouvoir en reparler. C'est aussi les relations interpersonnelles, le drama, parce que le game design du jeu va vraiment pousser en ce sens, et c'est l'horreur au sens large. Donc l'horreur à laquelle on est habitué un petit peu voilà, dans la culture geek, mais aussi l'horreur sociale et notamment le fait d'être rejeté pour ses différences, pour plein de raisons. Voilà, donc c'est vraiment les trois éléments saillants du jeu. Oui, Bran? Ouais, du coup, moi, ce que je mettrais en avant, mais ça rejoint fatalement ce que dit Coralie, hein, c'est qu'en général, on va jouer des parties par rapport à, on va dire, à des jeux plus classiques qui sont un peu plus intenses au point de vue des émotions, qu'elles soient jouées ou ressenties, hein, peu importe. Qu'on va être dans des groupes qui sont, on va pas être dans une logique où on a une quête. Heu, Même chez certains PBTA, on a des structures on va dire, de missions ou de problèmes à résoudre ou d'enquêtes ou de choses comme ça. Là, on est vraiment plus dans la tranche de vie. Alors on peut rajouter des éléments qui vont dans ce sens-là, bien sûr, hein, comme dans tous les jeux. Mais par exemple, il faut s'attendre à ce que, bah, le groupe ait plutôt envie de s'engueuler que de mener une quête à terme, quoi. Comme les personnages sont facilement à fleur de peau, et cetera. Et du coup, ouais, on est plus sur, ce que je vous disais, des tranches de vie. Donc ça, c'est des éléments qui sont, qu'on peut, j'allais dire, compenser si on souhaite ne pas trop insister là-dessus. On peut vraiment le doser, mais si on n'a pas l'habitude, la première partie et qu'on ne sait pas trop où on va, bah, on peut se retrouver à aller dans ces directions-là de façon involontaire et auquel cas ça surprend. Moi, c'est des choses que j'apprécie beaucoup dans ce jeu. J'apprécie, enfin, je vais caricaturer, mais je trouve ça très sympa d'avoir des gens qui ont le droit d'envoyer de se faire voir, en fait, plutôt que dire, «OK, je suis l'élu, toi, tu es prédestiné parce que machin et toi, c'est parce que ton mentor est en fait, le grand alchimiste de je sais pas quoi». Bah, là, non, on est juste des gens, alors qui effectivement sont des monstres, ont des vies compliquées, tout ça. À tout. Toi. Et je sais qu'il y a des films qui parlent beaucoup ça sur Garde, sur. Je sais pas s'ils appellent ça le voix. Alors, le fondu au noir, je pense. Fondu au noir. Et, c'est vrai que pas forcément quoi de revivre une autre adolescence ou passage, sachant qu'en plus il y a des scènes, hein, que le sexe est aussi important dans le jeu. Il y a des scènes qui peuvent parfois peut-être mal vécues par certains joueurs, je ne sais pas. Et comment on peut prévaloir vis-à-vis de ça et face à nos joueurs en fait pour qu'ils se sentent quand même en sécurité tout en sachant qu'il y a des sujets comme tout hein, l'adolescence, en plus la noirceur de l'adolescence particulièrement dans ce jeu n'est pas forcément plus agréable tout le temps. Ouais, tout à fait. C'est clairement un jeu qui a conscience qui peut aborder des thèmes difficiles, quoi. Il y a tout un chapitre, en fait, sur la sécurité émotionnelle, qui donne, en fait, plusieurs outils, plusieurs manières de faire. Notamment, c'est un jeu qui introduit déjà dès le début 4 principes
qu'on va se mettre d'accord pour respecter autour de la table. MC, c'est MJ dans Monster Hearts, c'est maîtresse de cérémonie. Comme joueur et joueuse, en fait, parmi ces principes, il y a dire ce que l'honnêteté exige. Et ce principe, il implique notamment de dire que quand on n'est pas bien, quand ça va pas, on ait assez d'honnêteté pour le dire, quoi. Qu'on ait vraiment l'honnêteté de dire, bah ok, là c'est pas ok, là ça me convient pas. Et ensuite, donc, on va avoir un certain nombre d'outils qui vont être donnés dans le jeu. Alors ces outils, il y a notamment la fameuse carte X qu'on ne présente plus. Voilà. Voilà, qui permet donc enfin, voilà, de supprimer ou d'enlever une scène qui pose souci sans forcément avoir à expliquer pourquoi. C'est aussi un jeu où on va trouver beaucoup de conseils pour mettre en scène des personnages queer avec leurs problématiques. On trouve aussi des conseils pour le racisme, notamment, pour le mettre aussi en jeu si on le souhaite. Donc voilà, il va y avoir vraiment, avoir tout au long du livre et pas que dans ce chapitre-là, en fait, une conscience un peu constante de ce que c'est. C'est un jeu aussi qui encourage à faire des pauses. Ça, c'est quelque chose dont on a un peu moins l'habitude. Et l'idée, c'est pas de jouer à Monster Heart pendant 6 heures sans pause. Voilà. Clairement, on va avoir Émotionnellement, un ça doit être moment. dur quand même, hein. Moi, j'ai lu, il Ouais, y a du voilà. lourd, hein, il y a du lourd quand même. Donc l'idée, en sortant un peu de la partie, de relâcher un peu la pression, parce que c'est vrai que des fois, on a beau jouer au jeu de rôle depuis des années, on est dans la partie, c'est pas toujours simple de prendre du recul quand on est vraiment ultra à fond. Et là, c'est vrai que d'avoir ça, ça permet de se mettre en retrait, de dire bon, on coupe complètement le jeu pour faire une petite pause, et puis on discute un peu hors jeu, et ça permet un peu de faire un point, de faire retomber la tension et reprendre de façon un peu plus sereine après, et surtout de faire un pas de côté pour prendre du recul pour savoir si tout le monde va bien, quoi. Parce que, la base dans tout ça, c'est que le jeu ne force jamais personne à rien et je pense que c'est bien, c'est important de bien le faire comprendre. On joue, dans un, on va dire dans un genre qui porte avec lui plein de sujets sensibles, qui porte avec lui, comme tu disais, des vécus qui sont parfois difficiles. Mais, les joueurs ont tout le temps la possibilité de dire: «OK, on va pas dans cette direction» ou «Pas comme ça» ou «Pas maintenant» et tout est fait pour, faciliter cet aspect-là. Juste, c'est pas on n'est pas dans un cadre où on se dit, «On va jouer un jeu où il y aura rien de, potentiellement, qui va potentiellement nous toucher». On dit: «Il va y avoir des choses qui vont nous toucher. Par contre, on va y jouer ensemble, dans un cadre, sûr, en fait et on va le gérer». Alors, on va le gérer en disant: «Ben voilà, cet aspect-là, j'en veux pas, on a le droit». On va le gérer en disant: «Hem, je vais essayer, mais je suis pas sûr. Donc, tentons le coup et puis peut-être que ça se fera différemment». Ou on va le gérer en disant, par exemple, donc les personnages qui s'appellent des mus dans ce jeu, portent toutes avec elles, en fait, certains aspects de la vie, adolescente et certains aspects qui sont pas toujours positifs et il est tout à fait possible de dire: «OK, bah, cette mue, on va pas la choisir, on va pas la mettre à la table». Par exemple, Rappelle, les je mus, sais pas, c'est l les skins, quoi, les archétypes. ouais, c'est ça, exactement, c'est les types de monstres, en gros et ces types de monstres sont aussi des métaphores de certains, comportements, qui peuvent être, on va dire difficiles. Il y a, certaines mules, la goule et l'âme damnée notamment, qui ont des rapports avec, l'addiction. Ça ça peut arriver que ça gêne des gens à la table et auquel cas, ben, on se met d'accord soit pour pas jouer ces mules-là, soit on se met d'accord pour que, la personne que ça embête le plus les joue, soit par exemple pour en discuter ensemble et dire, «OK, est-ce que tu comptes aller dans cette direction ou pas? Et si c'est ça, je préfère pas». Enfin, on peut en parler en fait et le jeu part jamais du principe que, en fait, c'est bête à dire, mais il parle pas d'un principe, moral dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, il dit pas, «Il faut absolument tout enlever». Il dit pas: «On peut tout faire parce qu'il y a pas de raison de se restreindre». Mais il donne des moyens concrets, en fait et il file des idées pour le faire et C'est pour aussi nous, des c'est, vraies problématiques d'adolescents, en vrai. Même si alors oui, oui, qu'on le vive bien ou qu'on le vive mal, ça reste des problèmes.
Ouais, et puis on peut être touché par ça dans le sens positif aussi, dans le sens négatif, mais ça nous donne les outils pour le gérer, en fait. Et c'est pas juste alors je vais paraître critique par rapport à d'autres jeux de rôle, mais c'est pas juste un truc qu'on va avoir mis au niveau de la page des crédits avec juste un encadré et débrouillez-vous, quoi. C'est tout un chapitre qui explique concrètement comment faire. Quand vous parlez Dame d'année qui était en vampire, je crois que c'était autour de l'emprise narcissique. Quoi. Il y a vraiment des archétypes avec des caractères et des problématiques fortes. Et donc quand on choisit un personnage, réellement, qu'est-ce qu'on joue? Parce que j'ai vu un peu les feuilles de personnages de la première édition qui est faite. Il y a beaucoup de choses, que ce soit tant on joue un monstre, mais comme vous disiez, c'est aussi une allégorie du monstre intérieur qui se développe en tant qu'adolescent, en fait, comment l'évolution du corps, de l'esprit, tout, l'ado. Comment ça se présente un personnage dans Monster Hearts? Alors, un personnage dans Monster Heart, en fait, ça dépend, si vous avez, l'habitude de jouer des jeux qui sont issus d'Apocalypse World, ça va peut-être plus, vous paraître, on va dire, familier. Mais en gros, il y a une présentation, il y a, les différentes façons de le jouer, les directions, enfin des propositions de direction dans lesquelles pousser le personnage. Après, c'est assez rapide et facile à prendre en main, dans le sens où on choisit un nom, une apparence, un regard, une origine. Il y a des questions pour se lier avec les autres personnages à la table, voilà, pour créer rapidement des liens avant même de commencer la partie à proprement parler. On choisit des caractéristiques. Donc les caractéristiques, il y en a 4. Donc c'est sexy, glacial, impulsif et ténébreux. Donc sexy, ça va nous permettre d'allumer, qui est l'action. Donc les actions, en fait, c'est les moments où en fait on jette les dés, notamment parce que euh, on va dire c'est les moments les plus importants du jeu. Et l'action allumée, c'est présenté comme l'action la plus importante du jeu. Elle va permettre de séduire, mais de séduire au sens large. Et typiquement, elle va se faire avec la caractéristique sexy. Glacial va permettre de faire un certain nombre de choses, notamment l'action rembarrée qui est aussi très importante, où en gros on va casser les autres. Voilà, il y a impulsif qui va notamment servir à fuir ou à cogner, qui sont aussi deux autres actions, et ténébreux qui va être un peu l'espèce de lien qu'on va avoir avec la magie ou l'occulte au sens très très large, sans que ce soit très très bien défini, et qui va nous permettre notamment de contempler l'abysse, qui est une action où en fait on pose la question à cette puissance magique un peu mystérieuse qui est l'abysse. Et donc voilà, selon Samu, on choisit entre deux séries de caractéristiques et on choisit d'en privilégier certaines et de ne pas en privilégier d'autres. On nous explique aussi ce qu'est le démon intérieur de la mue, et ça c'est très très important parce qu'en fait le démon intérieur, ça va être les pires côtés du personnage, vraiment c'est ces côtés les plus obscurs, les plus monstrueux qui à un moment donné vont complètement exploser. Et il va plus pouvoir les contrôler, il va plus pouvoir les garder en lui, et le démon intérieur en fait est déclenché par certaines situations bien spécifiques. Et on explique à la fin également la condition qui fait qu'on sort de l'état du démon intérieur. Il va y avoir aussi un petit paragraphe sur les progressions, en gros. Voilà, comment on sert de l'expérience qu'on gagne. Il va y avoir l'action sexuelle. On a parlé au début du fait que le sexe était important dans le jeu. Et donc chaque mue a une action sexuelle qui explique en gros, quand on couche avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans la relation humaine par rapport à l'autre personne, comment ça fait évoluer la situation en fait entre les deux personnages. Et enfin, il va y avoir la liste des actions. Donc les actions, on va dire, c'est pour caricaturer les pouvoirs des personnages, même si c'est pas que ça. Voilà, et donc en gros, ça tient là-dessus. Il y a des personnages qui ont des spécificités, par exemple l'âme damnée, qui passe des pactes avec le démon. Va y avoir une section là-dessus pour les pactes. La sorcière, elle va avoir des malédictions, enfin voilà. Mais grosso modo, les personnages en fait tiennent là-dessus. Donc même au niveau de la création, c'est quelque chose qui se fait
assez rapidement et on va pas avoir beaucoup plus d'informations sur les fiches personnages que ça, quoi. Ce qui est déjà pas mal, en fait. qui rentrent dans les ascendances. D'accord. Ouais, ouais, les ascendants, ouais. Ouais, Les les personnages, on les ascendants, a envers les autres ou même envers des PNJ. tout à fait, ouais, les ascendants, c'est effectivement, ça représente l'emprise, qu'on a sur les gens et ça peut être une monnaie, une ressource, qu'on peut dépenser, par exemple, pour utiliser l'action manipuler, il faut dépenser, l'ascendant qu'on a sur une personne. Heu et il y a aussi, bon ça va venir souvent plus tard dans le jeu, on a les conditions qui sont super importantes qu'on peut noter. Les conditions, c'est comme des blessures sociales. C'est tous les dommages qu'on peut faire à votre réputation. Sauf que voilà, bah, dans le jeu, ça va ressortir, les autres personnages pourront s'en servir contre le personnage principal. Ça peut donner des bonus techniques aussi quand quelqu'un s'en sert contre vous. Donc voilà, on va noter effectivement ces choses-là aussi. Aussi, Ouais, puis mais vraiment où on se concentre sur les conséquences, ouais, que des étiquettes qu'on nous colle en fait un peu malgré nous, quoi. faire des devoirs, hein. On commence à voir un petit peu plus. Le fondu en noir, ça m'a mis pas sur jeu linéaire, mais potentiel de scène, hein. J'interroge un petit peu comment ça se construit, fait évoluer la chose. Alors, je sais qu'il y a des jeux qui le font. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Là, puis là, c'est puis le coup, on passe sur une scène qui se passe complètement ailleurs, intérieur jeu. Alors, en fait, tu peux faire les 2. Il y a plein de tables qui jouent de façon, classique, avec une continuité. Ce qui est plutôt prévu, c'est que tu cadres les scènes, c'est-à-dire que tu joues jusqu'à ce que la scène que tu es en train de jouer ait plus vraiment de sens ou d'intérêt. Puis tu passes à la suivante, en fait, et là, si quelqu'un a une idée, alors en général, c'est la MC, mais ça peut être quelqu'un d'autre, va dire: «Bon, ben, on passe», en fait, on fait des ellipses, hein, tout simplement. La façon dont c'est présenté, dans certains jeux fait parfois un peu peur, mais c'est tout simplement, on passe à la suite, on fait une ellipse. Et quand on dit, «Bon, ben, on passe au lendemain matin» ou «On passe 3 jours après» dans un jeu de rôle classique, c'est exactement ce qu'on fait, en fait. Hem, Là-dessus, les avantages, en fait, de parler en scène et de parler en séquence, c'est que, on va être amené à se poser la question de comment on cadre la scène, à quel endroit on démarre, et de couper toute une partie de choses où on aurait tendance à perdre du temps, en fait. Si on est dans une partie de jeu de rôle classique, je sais pas, et qu'on fait la scène de marchandage qui sert à rien, parce qu'on est allé acheter de l'équipement, par exemple, ça peut être bien de la zapper et on passe directement, et là on se demande où c'est, OK, où est-ce que ça va être intéressant? Bah, peut-être, si on reprend le cas de Monster Heart, peut-être que ça va être intéressant de passer directement à, la veille de l'examen. Peut-être que ça va être intéressant de passer ensuite directement à l'examen lui-même. Peut-être que ce qui est intéressant, c'est de jouer une scène sur les préparatifs du bal, puis le bal, j'en sais rien. On n'est pas obligé de tout jouer dans la longueur, en fait, et ça permet aussi, bah, d'avoir des scènes un peu plus péchues, d'avoir, directement les éléments qui sont les plus vivants, en fait. Il faut pas se laisser bouffer par ça, et si on veut le jouer de façon, continue, il y a plein de gens qui le font aussi, c'est pas. Un petit peu déroulé, on en a parlé, mais comment un scénario. On ne construit pas de scénario dans Monster Heart. Je sais, mais c'est la question justement. Oui, alors effectivement, c'est un jeu où on encourage vraiment à pas enfin, la MC à ne pas préparer, ses parties, de la façon dont on le fait, dans des jeux de rôle, dans des jeux de rôle plus classiques. Parmi les principes sur lesquels on se met d'accord en début de partie, il y a: ne mettez pas l'histoire en cage, et ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour la MC, ça vaut pour, les joueurs,
Et donc l'idée, c'est vraiment de construire cette histoire ensemble, de pas chercher à tout prix à la tirer dans une direction, mais vraiment de rebondir sur ce que disent les uns et les autres. Donc, comment on fait? Ben, déjà, ce que propose de faire l'autrice Avril Alder, c'est de faire un plan de la classe un peu au tout début. Ce plan de la classe, en fait, il va permettre de dire au PJ, bon, en gros, voici votre classe principale, voici on va dire le professeur, et puis nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine des petits bureaux, et puis en fait, on va créer des PNJ dans la classe. Voilà. Et pour animer cette partie, un truc qui est important, c'est de poser des questions provocantes. Globalement, poser des questions provocantes, c'est un principe important du jeu. Mais là, dès le moment où on crée la salle de classe, par exemple, on va dire, bon bah voilà, lui c'est Todd le quarterback, ok, super, je mets Todd le quarterback, ok, pourquoi t'as pas confiance en lui? Et en fait, Comme ça déjà, clash, sans clash, contexte, hein. voilà, sans contexte, question provocante. Et du coup, on improvise à partir de ça. Et ça permet déjà de créer un cadre qui est très chargé en termes d'intrigue, de relations enfin, devenir ou déjà en l'état entre les personnages. Et surtout, c'est intéressant parce qu'en tant que MC, on peut voir les sujets en fait, sur lesquels les joueurs ont envie d'appuyer. Et qu'est-ce qu'ils ont envie de voir d'être développé dans la partie. Donc des gens parlent là-dessus. Et après, le game design et les mécaniques du jeu font que de toute façon, quand on fait des actions, il y a en général, bon, il y a réussite, réussite partielle avec conditions ou prêt à payer, et échec. Et en fait, comme dans chaque action, on détaille ce qui se passe, en fait, rien que quand on se met à faire les actions principales, il se passe des choses. Il y a aussi des actions, comme je vous le disais tout à l'heure, spécifiques à chaque mue. Et pareil, en fait, dès que les joueurs vont les utiliser, il va se passer des choses, en fait. Et ça va aller très vite. Et très souvent, les parties, en fait, surprennent. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que les parties surprennent très vite par leur richesse, alors qu'on se dit, oh là là, j'ai rien préparé. Qu'est-ce que les gens vont jouer? Et en fait, la mécanique marche d'une telle manière que très très vite, en fait, les histoires se créent d'elles-mêmes. Et les personnages, de toute façon, les joueurs, ils vont montrer ce à quoi leur personnage s'intéresse. Un autre tuyau, un outil très chouette qui est donné dans le livre, c'est si vous ne savez pas comment commencer, mettez une disparition, déclenchez une bagarre ou organisez une fête. Tout simplement. Et ça, et ouais, et ça marche très très bien en fait, parce que oh là là, qui c'est qui a disparu, qui c'est qui est en train de se battre, ok, qu'est-ce qui se passe à cette fête, enfin, et en fait très vite, rien qu'avec des situations comme ça permet de lancer très très rapidement une partie quoi. Quand tu veux Il y a aussi cumuler, tu fais une fête pendant laquelle il y a une bagarre et quand la bagarre s'arrête, il y a quelqu'un qui a disparu et là, boum. Exactement, c'est parfait. on peut pas dire qu'on l'a jamais fait, vraiment. Les, l'idée vraiment, principale, c'est qu'on va avoir, la première séance en fait va nous ouvrir plein de portes et que, ça va en général, ça va suffire à nous lancer pour, toute la campagne et le c'est vraiment un jeu où l'histoire, c'est les personnages. Après, pour répondre à la question du chat, on va avoir des moyens de canaliser tout ça ou de l'orienter un peu, via des cadres. Donc on va proposer essentiellement 2 types de cadres. Le premier c'est, un cadre qu'on a réalisé, nous, qui est, très, très développé, où il y a énormément de lieux, où il y a énormément de PNJ et cetera, qui va être un lycée, la petite ville autour et tout ça. Celui-là, en fait, est très développé pour surtout servir à quelque chose, c'est servir d'exemple, pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans un lycée qui soit intéressant à jouer lors d'une partie de jeu de rôle. Parce que c'est en fait, c'est pas une réponse évidente, d'autant plus avec les questions de connaissances culturelles, où on a tous l'impression de connaître les lycées, d'Amérique du Nord et puis en fait, bah, pas tellement. Hem, il y a, donc il y a cet aspect-là qui sera dans le volume 2, c'est, une ville, qui est dans le nord, ouest de l'Oregon, qui s'appelle Snake Bay, enfin une ville imaginaire, hein. Où, bah, donc, enfin, il va y avoir plein d'exemples, quand je parlais des lieux, par exemple, ça va être de dire, dans le lycée, vous avez, je sais pas, la bibliothèque. Qu'est-ce qui se peut se passer d'intéressant dans une bibliothèque? Ça va être des questions chargées par rapport à la bibliothèque. Ça va être des exemples d'actions, personnalisées, sur des éléments qui peuvent se passer là-bas.
Je vous ai dit, il y en a 25 des lieux, donc on peut prendre, je sais pas, la casse auto, le diner, le mall, enfin plein d'éléments. Et ensuite, il y a un second type de cadre qui va être proposé, qui sont ce qu'on appelle, des small towns, donc des petites villes, qui sont en gros, des cadres décrits en, alors je vais dire une page, mais avec notre format, ça fera peut-être 2 pages, enfin une double page quoi, qui sont, très vite expliqués, donc une petite ville, le contexte qu'il y a, pourquoi c'est intéressant d'y jouer et les mue qu'on va mettre en priorité dans cette petite ville-là. Et ça permet de pas mal orienter, et de se lancer qu'on a un peu peur d'y aller à partir de zéro. Hem, ça donne je veux dire quelques béquilles en plus, quoi. Ouais, il a l'air super intéressant parce qu'effectivement, comme tu le dis, on ne nous dit pas tout dans les séries. Et effectivement, il y a beaucoup de petites choses, de détails, y compris à l'école. Euh, on n'apprend pas, nous, de français, dans une structure scolaire différente. Mais effectivement, les États-Unis, ça ne se passe pas du tout comme le faire. On me pose une question, alors je pense que la réponse a plus ou moins été donnée, parce que voilà, s'il y aurait des propositions d'arc narratif pour découvrir l'origine du supernaturel des persos, ou est-ce que c'est juste accepté par défaut? Je pense que c'est plutôt une construction de son propre background ou des choses, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui expliquent l'origine des personnages? Quand on crée les personnages, en fait, sur les MU, il y a une section qui s'appelle Origine. Je suis passée très vite là-dessus tout à l'heure. Donc, il y a nom, apparence et il y a notamment Origine. Et en fait, l'origine, alors là, ça va être vraiment des mots-clés très, très, voilà, très, très simples pour donner vraiment une vague idée. Je ne sais pas si je vous prends l'exemple du La sorcière, loup-garou. elle est pas mal, par exemple. Ah oui, ou le loup-garou, très bien. Il est béni par la lune, soit élevé par les loups, soit c'est un héritage ancestral, soit il a été initié, soit il a été mordu, soit il est né loup. Et donc en fait, en général, quand on crée le perso, on entoure ce qu'on veut. Et ensuite, après, c'est vraiment... On développe son bah, histoire en fait. ouais, si on veut. Et puis en fait, c'est comme on a envie. Si on a envie d'aller là-dessus, on peut. Si on n'a pas envie, on peut un peu le laisser de côté. Nous, c'est vrai que dans plusieurs campagnes qu'on a faites, parfois c'était exploré, parfois pas. Parfois, en plus, ça pouvait être lié à des PNJ ou pas. Donc, c'est quelque chose qui est, parmi les axes de ce genre, clairement intéressant à explorer. Voilà, mais disons qu'en tout cas, ça figure dans les fiches perso pour que chacun puisse choisir ce qui l'inspire. Mais après, voilà, à quel point on va développer, ça dépend vraiment de la table pour le coup, quoi. Alors, il y en a un quand c'est pas d'origine. Quand tu meurs, tu es un fantôme, donc ça vient. Ou une ghoul Ouais, ça aussi, peut arriver aussi. Ou une ou un gueule, ouais. vampire. Un autre aspect, il y a une question peut-être qui est liée à cette question-là, c'est est-ce qu'on sait que les personnages sont des monstres? Est-ce qu'ils savent que les autres sont des monstres? Oui, c'est vrai. Au départ, en fait, au départ, c'est un secret pour les personnages, vis-à-vis du reste du monde et vis-à-vis du reste du groupe aussi. Il peut arriver, donc Coralie expliquait tout à l'heure qu'on dans la création de perso, on choisissait les liens entre les personnages. Il peut arriver qu'à ce stade-là, on décide que, des personnages, sont au courant que tel autre est un monstre, par exemple. Et à part ça, a priori, au départ, les joueurs le savent, les personnages le savent pas et on sait pas bien ce qui va se passer quand, ça va être découvert, mais on sait que ça va être un élément ou, un moment, de vérité, en fait, où il va se passer quelque chose forcément et il va y avoir une réaction, a priori forte. Ah, c'est pas genre une société de monstres qui vit au milieu des humains et qui se connaissent. Pas obligatoirement. Non, il y a un premier pas à faire pour partager, ce côté monstrueux, en fait, ce fait d'être en dehors de la norme des humains, on va dire. Coralie disait que non, effectivement, on n'est pas dans du ban, mais est-ce qu'il y a quand même... Alors, effectivement, vous nous donnez tous les outils du monde pour faire quelque chose de bien dans l'Oregon, aux États-Unis et tout. Est-ce qu'il y a quand même une certaine intemporalité? Parce que ça pourrait aussi se construire, c'est-à-dire construire des origines et puis on imagine une énorme campagne où on joue des personnages de la même famille de génération en génération. Mais est-ce qu'on peut jouer à des périodes différentes que période moderne? Est-ce que je peux vraiment faire et je sais pas, sur
plus médiéval, des années, pas moi, 100, 1900, ça quoi. Alors le truc de remonter comme ça, on l'a fait, franchement, dans Ah, une campagne. Voilà, on avoue, moi voilà, ouais, Jérôme se cache, mais j'avoue tout. Et en fait, à la fin du C'est livre pas de moi, base, hein. il y a une section pour parler de ça, en fait, de déplacer un peu le cadre. Mais il faut qu'on reste globalement, dans un ouais, dans un cadre un peu adolescent, un peu cadré comme on a l'habitude. Grosso modo, ça peut, je sais pas, être une classe verte ou un job d'ado, mais avec je les années pense qu'on peut 80, c'est bien, quand ça remonte trop loin, c'est compliqué. ouais, voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est très, très lié quand même, on va dire, à la société de ces 40 dernières années pour le dire vite. Je pense que même dans les années 60 ça passe. Mais il y a toute une section aussi dans le jeu sur comment utiliser les téléphones portables, et cetera. Parce que c'est vrai, la dimension contemporaine avec tout ce qui est réseaux sociaux, et cetera, c'est important. On peut tout à fait imaginer, ouais, une campagne, genre dans les années 80, dans les années 92 où il y a pas encore l'aspect internet. La Mais 1re campagne que j'ai faite, c'était dans les années 90 pour pas nous embêter avec les téléphones, en fait. par exemple. 94, hein, le bebop. Je parlais pas de la musique, moi, je parlais des téléphones. Et le bebop, Mais c'est ouais, celui où tu te mettais sous les bornes, là, des Ça, poteaux c'était une blague, c'était télégraphiques. une blague, pardon. Désolé, c'était une blague. ouais, non, mais voilà, grosso modo, on a quand même besoin effectivement on peut s'éloigner un peu du cadre, mais voilà, vu qu'il y a quand même la dimension horreur sociale, tu vois, il faut vraiment adapter à une autre époque, d'autres mœurs pour vraiment le garder et je sais pas, auquel cas ça va quand même demander un certain travail d'adaptation. Mais voilà, disons qu'on peut changer le cadre dans une certaine mesure, quoi, voilà. Que, ce que Hum, dit l'autrice dans ce chapitre, c'est que, il faut qu'il y ait une dimension d'aliénation, que les personnages soient pris dans des relations un peu compliquées dont ils puissent pas se soustraire, en fait. C'est-à-dire qu'on leur impose des relations compliquées et qu'il y ait une bonne partie des adultes qui leur parlent comme s'ils étaient idiots ou des moins que rien. D'accord. Alors, l'exemple qu'elle prend elle, c'est des gens qui travaillent dans un fast-food ou dans des boulots, en fait, où ils sont mal considérés par un petit chef et par des clients, ce genre de trucs. À voir, après c'est pas impossible de le bouger, mais voilà, comme disait Coralie, le jeu va rien proposer en plus. Par contre, il y a eu, beaucoup de hacks qui ont été faits, sur la scène, indé américaine. Il y en a où on avait des gens qui jouaient, bah, en fait, je pense que c'est les idées qui ont donné Masque un peu plus tard. C'est-à-dire on jouait des super-héros adolescents. Il y a eu, moi j'ai beaucoup joué à un jeu qui malheureusement n'est jamais sorti, qui s'appelle The Long Orbit, qui est, où on joue des adultes, mais, dans l'espace en fait et c'est le fait d'être dans l'espace qui va faire qu'on va avoir du mal avec notre corps, on va pas tout bien gérer, que, tout le monde va être à cran et cetera. Et donc il y a des possibilités qui existent, mais vraiment le livre de base, il est fait pour jouer dans un lycée dans le nord, enfin dans le nord de l'Amérique, disons. Une dernière question qu'il y a dans le chat avant de passer purement au financement participatif. Moi, je connais la réponse, mais je vais vous laisser répondre. C'est est-ce qu'on peut jouer assez longtemps pour faire que les persos qui passent quoi, pour faire des persos qui passent à l'âge adulte, en fait. Donc avec toutes les problématiques qu'on peut avoir de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Alors, parmi les progressions dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs façons de faire progresser son personnage avec les points d'expérience, et cetera. Et au bout d'un moment, en fait, on peut débloquer, ce qu'on appelle des actions d'adultes, typiquement, qui vont montrer que le personnage a pris en maturité, qui commence à savoir gérer ses relations de façon un peu moins malsaine qu'avant. Donc, par exemple, ça peut être dire à quelqu'un ses 4 vérités, pour en gros, pas être dans l'action rembarrée tout le temps, mais dire à quelqu'un calmement, posément, mais fermement: «Bah, voilà, là, t'as fait ça et clairement ça va pas». Mais voilà, pour apprendre à gérer les conflits, les relations un peu autrement. Donc, effectivement, c'est un axe qui est tout à fait prévu, possible et encouragé parmi d'autres choses parce que c'est pas le seul choix possible dans le jeu, en fait. Voilà. Après, le jeu prévoit pas qu'on joue en tant qu'adulte et qu'on continue forcément la vie, mais en tout cas, le passage, vraiment, comment on évolue et surtout dans la pratique, comment on se définit au monde, parce qu'en fait, au final, c'est vraiment un jeu qui est
dont la question centrale est quelle place tu vas prendre dans le monde. Et donc justement, par ces actions-là, le personnage, il évolue en prenant sa place de façon plus assertive, plus posée, plus saine, quoi. Voilà. Bien résumé. Et que Matt a eu une bonne réponse, mais effectivement, c'est bien aussi de pouvoir évoluer parce que c'est pas juste évoluer en expérience. À un moment, on va tout avoir et puis il va falloir aussi développer sur quoi vouloir. On peut toujours développer son personnage au fur et à mesure des parties. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir une suite à ce qu'on fait. On va passer sur le financement participatif. Voilà, j'ouvre la fenêtre. Alors déjà 194 souscriptions, 20 715 €, soit 414% de participation. Bravo. Parce Merci. que en plus, c'était Merci aux rempli gens. super vite, hein. Merci, oui, aux gens. Ça a été de 100%, je crois que pas dans la première heure. Oui, je sais plus, quelqu'un avait compté, mais en gros, au bout d'une heure, on était à 125%, je crois. Donc très 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 bon départ, il reste 18 jours, il y a de quoi faire. Il y a deux beaux bouquins. Alors moi j'ai vu la version anglaise ou la version française, le graphisme, je le trouve très beau, très coloré chez vous par rapport à la version d'origine. C'est un choix vraiment personnel. D'ailleurs, quel artiste a fait les dessins? Alors, il y en a plusieurs, la plupart des illustrations qu'on voit sur la page de Game on Tabletop sont faites par Jérémy Moran, qui avait fait, par exemple, chez nous, toutes les couvertures de Château Falkenstein et l'écran de Château Falkenstein. Et qui est, pour être très clair, c'est un c'est quelqu'un avec qui on joue régulièrement, dans notre groupe, au jeu de rôle, quoi. C'est quelqu'un qu'on connaît bien. Il y a aussi, Fabrice Hou, qui a participé au volume 1. Et puis, alors je vais regarder parce que j'ai très peur d'en oublier. Sur le volume 2, en fait, on a, hem, alors je les reprends pour, vraiment pour éviter de zapper. Donc, Maëlle, Alcantara sur, Anaconda, Julie Ducasse et Nel Franier et Yanis, bah, voilà, j'en oublie qu'un, hein, et Yanis Vanou, qui ont participé en fait, au volume 2 et notamment au cadre dont je te parlais tout à l'heure. Puisque, en fait, le cadre, la plupart des lieux dont on parle sont illustrés. Hem Et tous les PNJ sauf un sont illustrés et bien sûr le PNJ qui n'est pas illustré, il y a une histoire derrière, c'est parce qu'en fait, c'est le fantôme qui a fait des croquis de tous les autres. Spoil. Oui, c'est pas grave, je pense qu'on peut. Et oui, donc c'était clairement une volonté de notre part. Ce que je veux dire va sans doute être un peu bizarre, mais Monster Hearts, quand il est sorti, en fait, en 2013 en français, c'est un jeu qui a plu très vite, mais à un petit groupe de personnes qui sont des gens qui sont à fond sur ce genre de jeu, à fond sur le PBTA et qui sont, toujours à la recherche de jeux, on va dire, innovants. Parce que le PBTA en 2013, c'est beaucoup plus innovant qu'en 2023 de façon assez logique, quoi. Aujourd'hui, ça reste un peu répandu. À l'époque, il y a très peu. Ah bah, clairement, je pense que, avant que la VF ne sorte sur Monster Hearts, il y avait, 2 comptes rendus de campagne, quoi, au maximum. Donc, nous, notre but, c'est de l'amener en boutique et de l'amener à des gens qui auraient, jamais pu y être, confrontés à ce jeu. C'est pas de convaincre les gens qui sont déjà d'accord. Alors, comme les gens qui sont déjà d'accord, bah, très souvent, c'est des potes et on joue avec, on va pas s'empêcher de faire une édition qui leur plaise, en fait. Par contre, on a aussi envie que ce soit, accessible pour quelqu'un qui se serait jamais posé la question, en fait, quelqu'un qui se serait dit: «Bah, pourquoi est-ce que je vais jouer des monstres dans un lycée? Quel intérêt?» Moi, j'ai été cette personne il y a 10 ans, donc je comprends que ce soit pas évident.
et quelqu'un, qui se dise: «Bah oui, ça peut être intéressant de faire des parties assez intenses sur du drama, sur des choses comme ça, sur des éléments, hem, a priori avec lesquels on pense enfin beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas jouer». Et donc ça passe par rendre ce livre en boutique, ça passe heu, faire en sorte que les illustrations soient plus lisibles, en fait, on comprenne plus vite ce qu'on joue. Voilà, je sais pas si c'est clair ou si, Non, non, bien sûr, oui. D'ailleurs, bah, pour ceux qui ont l'écran, ils ont les illustrations des PJ qui ont été faits. Je trouve très sympa aussi, hein. Très beau crayon dessus. Elles sont un petit peu petites là peut-être, mais le rapport aux couleurs. Le fond aussi, là, bon, sur l'écran on le voit pas, mais le fond sur le financement participatif, on voit légèrement une illustration. Euh, J'aime beaucoup le caractère qu'a l'image. Non, 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 il y a eu de très très bons choix graphiques sur le jeu. Le PPDA, oh putain, vraiment de galère, hein. je crois que tu l'as bien dit Power là. of Apocalypse. Le hack d'Apocalypse World. Voilà. Moi, je l'ai découvert avec Kiefer sur d'autres jeux. C'était quelque chose que j'appréhendais beaucoup. Euh, Quand on lit le livre, pour avoir lu PDF, c'est très clair, 2d6, voilà, il y a telle situation, on fait ça, il y a telle situation, on fait ça. Vous voulez utiliser vos pouvoirs, bah, comment ça se passe, vous avez fait vos choix, vous connaissez. Et après, c'est juste, on vit un peu son action, en fait, on est là, quoi, c'est vraiment un truc pour s'amuser avec les autres, avec une feuille qui donne plus ou moins qui donne un cadre, et puis il n'y a pas de complexité avec des modificateurs, des trucs, hein. Ça reste hyper simple, et c'est ça que j'ai trouvé très agréable parce que du fait que le système soit simple, il accorde aussi. Il n'a pas besoin voilà, qu'on se prenne la tête à réfléchir on va jouer quoi, comment faut compter. On reste dans son personnage, on arrive à avoir cette fluidité. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là sur ce jeu. Oui, il n'y avait pas de questions, c'était juste un constat que je faisais personnel. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est marrant parce que ça commence en quelques mots. Monster Hunter n'est peut-être pas pour tout le monde. Et bah, c'est aussi ça que je disais, c'est que bah, moi je trouve que, bon, alors peut-être pas pour des enfants dans la vraie vie, mais il reste relativement ouvert parce que il reste très souple. Et tu parles tout le temps de monstres, mais il faut rappeler qu'on peut jouer aussi un mortel, hein, Tout à fait. qui Ouais. pourra se faire Classe transformer, mais ça reste un mortel. mue un peu particulière, le mortel. Mais c'est quand même un peu un monstre, hein, le mortel, hein. Oui, c'est vrai. Alors on rigole parce qu'en fait, Coralie sait très bien que moi c'est la mue avec laquelle je suis le plus mal à l'aise, en fait. Ah oui, Ouais. trouve moins libre en fait, peut-être. Non, c'est juste parce qu'elle porte des thématiques, un peu dures en termes de, on va dire que c'est un personnage qui est très, très soumis et ça peut, selon les cas, aller de la bonne poire à, on va dire des choses qui sont pas très éloignées de la violence conjugale, ça dépend jusqu'où on le pousse. Et moi, par exemple, c'est un sujet que c'est souvent, pour reprendre l'exemple que je donnais, une mue que je mets pas à la table, en fait. Parce que, je suis pas à l'aise avec le fait d'avoir ça dans les parties. Tout le reste, ça me va, il y a aucun problème. Mais c'est la seule mue qu'en général je mets pas. Alors je rassure hein, quand même les gens qui regardent, comme ça, posent des thématiques qui peuvent être malaisantes, hein, mais Oui, pardon, je vais essayer de le dire mieux parce qu'effectivement ça peut faire peur. Hem, en général, moi j'encourage plutôt, les gens autour de la table à jouer de façon assez intense et à y aller à fond. Et la cette mue-là, c'est la seule où j'aurais tendance à dire: «Non, non, mais n'y allez pas à fond, en fait». Donc pour pas que ce soit, compliqué en termes de discours, pour pas qu'il y ait, en fait, quelqu'un qui y va, c'est plutôt chouette, en fait. Tu plutôt envie de l'encourager
et j'ai pas envie de devoir dire à quelqu'un, «Non, mais t'as fait ce qu'il fallait, mais juste tu l'as trop fait, en fait». Bon, pour des raisons d'inconfort, moi, en général, j'ai tendance à pas la mettre, mais c'est vraiment purement subjectif et lié à ma personne, quoi. Et effectivement, comme tu me le décris, je le trouve un peu moins funky que les autres. Après, c'est une direction que tu peux lui donner, mais tu peux tous leur donner des directions, plus ou moins trash réalistes, on va dire. Oui, je peux te pourrir n'importe quel mur, hein, il y a aucun problème, hein. C'est Donc, au niveau de l'offre, alors j'ai loupé le early bird, mais bon, au niveau de l'œuvre, voilà, on a la version purement PDF du premier livre, qui donne bah, tout le système, tout ce qu'on s'est dit jusque-là en fait sur le bouquin, et qui donne les premières directives avec les premières mues. Alors j'ai bien les premières mues parce que, après, mais pour le second, vous avez fait des petits éléments plutôt sympas. Avec une version physique à 40 €, un lot one and two à 50 pour les PDF plus et à 100 pour les normaux avec l'écran. Alors moi j'ai hâte de voir l'écran quand même parce que pour l'instant, l'é ah, ouais, Il y a un indice. l'écran, c'est ce que tu l'image dont tu parlais qui est en fond, en fait, c'est une partie de l'écran. Mais ah, elle est en work in progress, en fait. Elle est en cours de production, là, c'est pas la version définitive, là, va c'est être très belle alors. Les couleurs qui ont été choisies, comment ça me fait penser, bon alors, je vais penser un peu à Clément de Bruyère là, le chaton, dans dans ces petits côtés de coups de pinceau de couleur. J'aime bien. D'accord. C'est alors pour le coup, comme je disais tout à l'heure, c'est Jérémy Moran, Hmm. la personne qui a fait les murs aussi, qui fait l'écran et on a vu avec lui, on s'est un peu amusé à faire un écran qui raconte une histoire quoi, mais qu'il faudra décoder en regardant l'écran. Avec aussi pas mal d'exemples de ce que pouvait être alors, la chambre d'un monstre et comment mélanger des choses très, traditionnelles sur les monstres en question et des choses bien plus modernes. Alors, on voit dans un coin un écran de portable, enfin d'ordinateur portable. Pour des Il trucs y a aussi d'autres ésotériques. éléments. Par exemple, dans les offres, on voit là où il y a un espèce de petit bonhomme, là où il y a marqué, plus écran, je crois, ou je sais plus comment on l'a tourné. Si tu descends au niveau des Avec contreparties sur l'écran. il y a un post-it sur le front. Voilà, avec le post avec écran. Bon, ben ça, par exemple, alors ça se verra mieux sur l'écran final, hein, mais c'est une version, c'est une poupée vaudou, faite à partir de jouets Funko Pop, des choses comme ça, en fait. Il y a plein de petits mélanges comme ça, on va dire entre la version, traditionnelle de l'horreur et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec Ça ce qui écoute est du accessible K-pop, aujourd'hui à des adolescents, quoi. au stade K-pop, je dis pas, hein. Les monstres aussi ont le droit d'écouter de la K-pop. Ah bah, c'est même dans le jeu, il y a une des mues dont, l'origine, c'est, le titre du premier album de BTS, donc d'un groupe de K-pop, très connu. Oui, oui, je connais pas directement. Par substitution, dirons-nous ça comme ça, je connais pas ça. Là, on est sur donc deux bouquins, 300 et 400 pages, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, pour tome plus écran, donc pour 100 €, ça fait deux, quand même deux beaux bien faits. Reste un prix relativement Alors, raisonnable. on pense que le bouquin qui sera avec l'écran, il va faire dans les 80 pages aussi, hein. Oui, c'est vrai, il y a un supplément aussi avec. Si. Euh, et après, donc, il y aura quand même sortie boutique après ça, j'imagine. Bien sûr, ouais, Oui, ouais. tout à fait. Il y a des boutiques partenaires aussi, hein.
Là, vous avez programmé pour le dernier trimestre 2023, donc voilà. On espère avant. On espère avant parce que nous, plus tôt ça arrive, plus tôt les gens peuvent l'acheter pour Noël. Donc, Là, vous en êtes on- tout dans votre phase. alors, le tome 1, le volume 1 est fini. On va rentrer, je crois qu'il nous reste un relecteur, donc on doit rentrer les relectures, mais sinon c'est fini. Le tome 2, il est écrit, alors je sais, je dirais 90, mais et il y a une partie de la relecture qui a commencé. En fait, comme c'est plein de petits éléments qu'on a assemblés, il y en a qui sont finis, d'autres non, mais on va faire au plus «pénalisé» entre guillemets, où il est écrit à 90. Et l'écran, l'illustrateur est en train de le faire. Et nous, il va nous rester en fait à attaquer, qui est la dernière chose qu'on va attaquer, le livret de l'écran. Sachant que, le livret de l'écran, c'est, une traduction et une adaptation à la seconde édition d'un supplément qui existait pour la première. La traduction, elle existe totalement et l'adaptation, par contre, c'est nous qui la faisons. C'est-à-dire que, hem, il n'y a pas d'adaptation officielle à la seconde édition de ce supplément, nulle part dans le monde, en fait. Même l'autrice ne l'a pas fait et elle nous a demandé de le faire, en fait. Et nous, ça nous a fait plaisir parce que, pour le coup, elle a vu comment ça s'est passé sur le volume 1, ça lui a fait plaisir. Enfin, elle était bien en confiance. Elle nous a demandé, du coup, de le faire sur ce supplément-là et puis, on est parti, quoi. Il y a Ça fait plaisir. des chances qu'il y a une sorte de translate. C'est-à-dire que de base, c'est un fait qu'on a tout ce que vous avez fait va être produit en anglais. On sait pas encore, mais si ça arrive, tant mieux. Pour l'instant, nous, on a, acquis les droits pour le faire en français. On verra une fois que c'est fait si quelqu'un veut le retraduire dans l'autre sens, quoi. Ça, ce genre qui a le droit et tout, c'est pas compliqué. Enfin, après, j'ai des auteurs qui sont très contents et avec qui ça se passe bien, quoi. Sans rentrer forcément dans les détails, mais En général, ça se passe bien, des fois, ce qui est compliqué, c'est d'avoir le contact des gens au début quand on connaît pas forcément, mais globalement, ça se passe bien. Nous, sur les différentes expériences qu'on a eues, que ce soit Château Falkenstein ou que ce soit ici, Monster Hearts, c'est que, en fait, on est assez obsessionnel, donc quand on prend un truc et qu'on le relit, on va tout relire, quoi. Et donc on se retrouve à poser des questions sur des éléments qui avaient peut-être été oubliés par l'auteur et cetera. Donc quand il les reçoit au début, c'est un peu impressionnant, parce qu'il y a de la matière. Mais en revanche, ils sont souvent contents parce qu'ils voient que le travail n'a pas été fait, je sais pas comment dire, a pas été pris par-dessus la jambe et qu'il est fait globalement par des gens qui sont fans de leur jeu, quoi. Et ça rassure beaucoup, je pense. Sur, sur, Comme il faut, par exemple, qui est le dernier supplément qu'on a traduit pour Château Falkenstein, on a fait remonter, comment dire? Des incohérences qui étaient passées inaperçues il y a le supplément a 25 ans, donc il y a 25 ans et des points, des questions qui manquaient, par exemple, qui étaient importantes, mais qui étaient passées à la trappe parce que ce genre de choses arrive, quoi. Et donc ils nous ont permis de les ajouter, ils nous ont permis, d'y répondre, mais tout ça s'est fait je veux dire, en relation directe, en collaboration avec eux, quoi. Donc enfin, pour eux, c'est très rassurant, en fait. Sous réserve d'avoir le temps de répondre à des fichiers Excel avec 70 questions, quoi, mais pour peu utiliser ce temps-là, c'est très rassurant. ouais, c'est très intense cette phase en fait, les échanges d'un livre. Euh, Là, est-ce que vous exagériez peut-être là où c'est très bien,
Bah, nous, c'est vrai que là, on est vraiment dans l'optique de se concentrer, sur ce qui est déjà proposé. Évidemment, si le contexte le permet, si le jeu, déclenche, un engouement, où clairement, les gens nous demandent une suite et que nous, on peut le faire, on l'a vu, on était fan du jeu, donc nous, on serait toujours ouverts pour le faire, mais c'est vrai que nous, là, on est vraiment dans une optique où, on se concentre, vraiment limite projet par projet sur ce qu'on a dit qu'on faisait. On a vraiment réfléchi, enfin, c'est un crowdfunding, enfin, c'est un financement où il y a pas de on n'a pas mis de palier, tout ça, parce que justement, on voulait proposer dès le début aux gens tout ce qu'on pensait qui était vraiment, bien pour jouer au jeu. Et qui soit complet en soi. Heu, voilà, dans ce jeu, je pense que si vraiment on y réfléchissait, on pourrait faire 12 de plus, mais ce serait pas impossible. Mais sérieusement, en fait, nous, là, on a pensé le projet pour qu'il soit, vraiment complet, et intéressant avec ce qu'on a proposé, là, dans le financement et aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut vraiment se concentrer là-dessus, quoi. Oui, parce que là, et puis on n'a pas trop parlé du deuxième bouquin, puisqu'effectivement, bah, on en a parlé en répondant entre autres à Matt, mais le premier, donc, il y a les règles et tout ça, il y a 10 mus, et vous en avez rajouté 16 dans le deuxième. Il y a donc Snake Bay, 40 PNJ, 25 lieux, des variantes pour les règles, des outils pour faciliter la prise en main pour la MC, donc, et tout ça, des outils pour animer et renouveler. Donc vous avez vraiment fait une box en fait pour développer carrément l'univers, hein. 16 mus, qu'est-ce que vous nous avez rajouté si on peut en citer quelques-uns? Alors, Alors c'est des traductions, les MU. nous, on en a créé aucune. Créer Ah, Voilà. Ah pardon, vas-y Coralie, excuse-moi, je te Non, reprenais non, pas. mais vas-y, vas-y, vas-y. Nous, on en a Mais pas ouais, on va y arriver. Amsterdam, pique. Vas-y, vas-y. ouais, non, donc les MU sont juste des traductions pour le coup, Par contre, je il y t'entends a pas par très bien. exemple, on va retrouver est-ce que là tu m'entends mieux? Bon, ça... Bah, est-ce qu'il y a que moi, Ouais, c'est Brand? Je sais pas, mais... non, ça c'est plus un problème de connexion, c'est pour ça que je t'ai pas entendu, j'ai pas entendu que tu répondais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a répondu en même temps. Ah, est-ce que vous m'entendez mieux ou pas? Peu robotisé. Je vais peut-être, Sinon réponds Jérôme. ouais, je vais peut-être répondre moi le temps de En fait, il t'a piraté voir pour que ça pouvoir répondre. ah c'est un métier, hein, c'est un métier. Oui donc pour les mus en fait, dans les mus, nous on n'en a pas rajouté qu'on ait créé nous-mêmes, ce ne sont que des traductions. Dans ces traductions, il y a des mus qui sont en fait des mus de l'autrice du jeu, qu'elle a, mises à disposition, mais qu'elle ne souhaitait pas, mettre dans le livre de base, parce qu'elle trouvait que ça changeait trop le cœur de l'expérience du jeu. Par exemple, le cas le plus évident, c'est l'élu. Donc l'élu, c'est Buffy. Voilà, on va faire simple. Hem, elle chasse un espèce de grand méchant et elle fédère le groupe autour d'elle. Bah, ça, typiquement, que la partie de Monster Heart, se transforme en une partie où tout le groupe est uni et cherche à taper un grand méchant, c'est pas le mode de jeu par défaut. C'est sans doute une des inspirations principales, mais c'est pas le mode de jeu par défaut. Donc elle a mis comme une mue optionnelle et donc nous on l'a intégré dans ce supplément-là. Il y en a quelques autres en plus. Il y a aussi, alors, dans celle qui est en plus, il y a le cerbère, l'ophidien, je me souviens jamais du nom Les de dragons. non, non, dans les Serpentine, 4 hein. d'avril. Ah Le oui, serpentine, c'est l'ophidien. le disciple, le Voilà, et le disciple. disciple, Le exactement. Qui sont, des mus qu'elle a fait, en diverses occasions. Ensuite, on a intégré donc, une dizaine de mus supplémentaires. Effectivement, donc le dragon, ça va être, une mue qui est, quelqu'un qui va attirer en fait qui va être au centre de toute l'attention. On va avoir une mue qui est, je réfléchis, la Détraquante qui est en gros un peu Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire, quelqu'un on ne sait pas très bien si tout va bien chez elle ou si, mais en général elle arrive quelque part, elle passe un peu dans un monde imaginaire
et elle a tendance à être l'œil du cyclone, quoi, à créer le chaos autour d'elle. On va voir le Tengu, donc le Tengu, c'est, la couverture du volume 2. C'est cette mue-là, qui est, pour faire simple, un bagarreur ou une bagarreuse, qui a tendance à s'exprimer par la violence, sans trop savoir, s'exprimer autrement. Voilà, enfin, il y en a plein d'autres, je sais pas, je vais peut-être pas les faire toutes, enfin, comme tu veux, en fait. Bah, non, non, mais t'as pas besoin, c'était pour donner quelques exemples. Mais effectivement, voilà, ça permet aussi de s'approprier peut-être plus de personnages, plus de choses pour lesquelles on serait sensible ou pas. Et puis, bah, effectivement, quand il y a des mus sur lesquels on a plus d'appréhension, on va avoir un peu plus de diversité aussi. Oui, puis Petite... ouais, Oui? je t'en prie, vas-y. Non, j'allais dire, voilà, une question pour vous quand même. Quel est votre mu préféré? Si vous devez en Moi, prendre une. j'aime beaucoup le fantôme parce que c'est une mue que j'ai beaucoup joué et pour le coup, contrairement à d'autres, elle est pas sur le devant de la scène, mais elle est vraiment intéressante, parce L'aspect qu'elle a éthéré. elle a un aspect, très très discret malgré elle, déjà et puis elle a ce côté: «Je veux aider les autres», en fait, voilà, j'ai plein de bonnes intentions, mais mes bonnes intentions sont complètement intrusives, déplacées et étranges. Et du coup, c'est très, très intéressant à jouer, je trouve, cette mue-là, notamment par cet aspect. Après bon, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, comme la boule aussi, mais c'est vrai que le fantôme, est très intéressant à jouer sur ces aspects, bien intentionnés et très flippants à la fois. La mienne, c'est l'ombre, bah, c'est celle qui est en couverture du 1er tome. L'ombre, en fait, c'est quelqu'un qui, se retrouve dans ce corps, mais, sait pas trop qui il est, sait pas trop pourquoi, il débarque un peu comme ça, et a pas vraiment de personnalité. Ça peut être, un démon qui s'est incarné là, ça peut être une espèce de créature de Frankenstein, ça peut être un espèce de cyborg, peu importe, et en fait, pour découvrir comment elle doit réagir, elle va surtout observer les autres et les imiter. Ça peut aller jusqu'à piquer certains de leurs pouvoirs dans certains cas, mais enfin, c'est bien sûr limité. Cheaté, ouais. C'est aussi pardon? Je dis c'est cheaté. Alors, bien sûr, faut qu'il y ait des avantages, quoi. Les, c'est aussi quelqu'un qui va, quand on va lui mettre des conditions, donc, par exemple, quand on va je sais pas, la traiter de je sais pas quoi, ou qu'on va lui dire, bah, par exemple, toi, je sais pas, tu es une intello, tu es, n'importe quoi que vous pouvez imaginer désagréable. En fait, elle peut avoir tendance à dire: «Ah, c'est ça que je suis? Bon, bah, d'accord, bah, du coup, je vais me comporter comme tel, puisque je savais pas trop qui j'étais. Vous avez la gentillesse de me le dire, tant pis pour vous». Et enfin, voilà, je crois que je sais pas si c'est la première ou la deuxième U que j'ai jouée et j'y suis aussi très, très attaché. Est-ce que vous savez qu'il faut rajouter votre financement? Quelque chose à ajouter? Pas grand-chose à vrai dire, à part qu'on est, enfin moi je pense que pour Jérôme c'est pareil, mais je suis très contente qu'on finance ce projet parce que clairement il nous tient énormément à cœur. On y joue depuis des années et c'est un jeu auquel j'ai un attachement, vraiment, vraiment spécial et personnel et c'est vraiment un honneur et une joie de l'amener en France, de le ramener en boutique et que l'autrice nous ait fait confiance. Donc voilà, c'est vraiment un jeu très marquant. Voilà. Ouais, on s'estime assez, vernis. Alors, c'est pas que la chance à ce niveau-là aussi, mais, que ce soit sur Utama, sur Shadow of Frankenstein et maintenant sur Monster Heart, bah, d'avoir pu publier des jeux comme ça, en fait, qui sont des jeux très, heu, bah, très particuliers, des jeux qu'on a beaucoup pratiqués, je sais pas comment dire ça, mais, c'est pas, hem, c'est pas des simples opportunités, en fait, c'est des jeux qu'on publie parce qu'on les aime, quoi,
Bah, clairement, on est très content d'avoir cette possibilité-là. Le, mmh, on est très content aussi bah, globalement des gens avec qui on a travaillé. Ce qui est vraiment, heu, enfin, ils nous ont fait confiance et c'était très agréable. Après le dernier point que j'ajouterais, c'est, si vous voulez voir en fait à quoi ça ressemble, parce que je comprends que quand Coralie et moi on en parle, on ait l'air, enfin on dit que c'est bien, mais forcément, c'est nous qui le vendons donc Abstraite un peu. ouais, ouais, puis il y a beaucoup de choses très, c'est difficile de s'en rendre compte. Mais il y a, des actual play, je crois que demain sur la chaîne de Yang Klinomé, si je me trompe pas, il fera, par exemple une séance zéro, donc avec la création de classes dont on parlait tout à l'heure. Je pense que c'est demain soir, ce week-end, il y a Jeudi JDR qui va faire une partie aussi. Enfin, en gros, si ça vous intéresse, allez voir les gens qui jouent. Il y a déjà, Time to Roll qui a fait aussi un actual play qui se passe dans un camp de vacances. Du coup, qui est un peu atypique par rapport au lycée, mais qui peut être intéressant aussi. Tu l'as regardé? D'accord. J'ai regardé beaucoup les Anglais parce que les Américains, eux, ils sont partis très très sympa. La Jeudi JDR qui en a fait un, mais je pense Ouais, ils en ont fait plein, ouais, et comme je te disais, ils en refont un, samedi, je crois. non, j'étais étonné, bah, voilà, sur la communauté fun ou très sympa. Et en regarder plusieurs sur différents trucs, ça permet aussi de voir différentes manières de construire la chose, même si il y a Mmh. toute une base qui est assez... Voilà, on n'est pas là, on parlait de pense, ouais, ça peut. Il y a plein de choses qui sont simples aussi classe et il y a des choses de la vie courante d'un adolescent. Et en plus, selon les actual play, ils vont montrer des choses assez différentes. Par exemple, il y en a où ils vont montrer donc la création de classes, enfin, il y en a où ils vont pas la faire et aller directement dans la partie. Alors pour les anglophones, il y avait, celui de Critical Role qui montrait ça assez bien. Et puis même en français, il y en a plein qui existent, qu'on n'a pas relayé pour l'instant parce que, tout simplement parce qu'il fallait qu'on demande l'autorisation aux gens, je pense, avant de le relayer. Mais qui existent depuis des années, heu, qui sont, bah, qui sont aussi très bien pour se rendre compte de ce qu'est ce jeu, en fait. Même si c'est la première édition, c'est pas très grave, je pense. On voit quand même l'esprit du jeu. Et puis peut-être que ça vous parlera plus que de Toulousains un peu excités, quoi. Ça va, ça va. Non, non, mais voilà, bon livre, facile à... Moi, j'ai trouvé, j'appréhendais, on en a parlé, on a échangé des pentes, et puis j'ai quand même lu, et au final, très facile à prendre en compte. Moi, je suis très rigide. Des prochains événements, des prochaines découvertes autour. Ah, et puis non, avant de dire ça d'ailleurs, et je tiens à préciser pourquoi j'aime bien Lapin Marteau, parce que j'en ai livre de chez vous, et vous, autre Ryutama, et vous prenez un soin particulier. Ryutama, par exemple, c'est étonné, je l'ai ouvert, j'ai vu le type de papier, comment étaient faits les graphes, les machins, et vous prenez un soin à avoir des beaux livres. Et Oui. c'est pas juste. Alors, je vais pas montrer d'autres livres, d'autres éditeurs pour dire, bah, contrairement à, hein, parce que je vais me fâcher, mais vous avez à cœur de proposer un produit qualitatif. C'est entièrement de la faute de Coralie. Mais Moi, on si on essaie. m'écoutait, ce serait fait sur des prospectus. Mais moi, tu me sortes un bouquin en papier gaufré, machin, truc, je me suis dit, mais il est malade. Et en fait, c'est marrant parce qu'il est hyper. Il a un volume, hein, mais quand tu le prends, en fait, c'est une plume le truc. C'est une certaine Mm. légèreté, c'est un peu comme un livre Chantilly quand je l'ouvre, Ryutama.
Ah, c'est pas mal comme image, j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Oui, en gros, on veut les papiers qualitatifs, des fois, ils ont un côté très lourd et là, on voulait qu'il y ait ça, mais avec la légèreté parce que pour Youtama, ça va, mais pour les sortir de l'auberge qui commencent Oui. à avoir un peu plus de pages, c'est vrai qu'on n'avait pas envie que les gens aient une scoliose, en le portant, donc c'était vraiment important de faire attention à ça. Mais bah, Nous merci, ouais, ouais, surtout. parce que on aime les beaux livres et puis, bah, on a envie de faire des beaux livres et que les gens soient contents de les avoir en main, soient contents de les lire, soient contents de les toucher, quoi. Ça fait partie de la passion pour nous, quoi. Enfin, pour toi. Ouais, moi j'aime bien. Bah, celui-là en particulier, quand je l'ai ouvert avec. Tu sais, comme il est un peu épais, t'as l'encre qui est dedans. Tu sais, bon, après, moi je suis un fanat des bouquins, ça se voit pas. Mais l'odeur de l'encre, du papier neuf, des machins, moi ça m'excite. Donc, Mmh mh. Je D'accord. comprends ça. Eh ben, on va faire une mue exprès dans Monster Art alors. le rat de Le bibliothèque. bip, le Le fétichisme des bouquins. le scribe, Mmh. l'archiviste. Bon, ouais, hein, tu sais, le bibliothécaire là, dans Buffy. Giles, bah, oui. Et Hem, on peut vous voir quelque part prochainement ou pas? alors, ben, en ce moment, on est, ben, on parle beaucoup de Monster Art. Je pense que le prochain endroit où on nous verra, c'est chez Aki Hellfire et après pour les conventions, tout ça, on sait pas encore. On aimerait aller à Octogone, mais c'est pas sûr du tout. C'est très compliqué cette année. Tenez, oui. Heu, ouais, on va voir, sincèrement, avant le covid, on faisait, régulièrement plusieurs conventions par mois. On est passé à une depuis, 4 ans là. Ah Donc oui. on essaye d'y revenir, mais c'est pas, voilà, pour l'instant on n'a pas date, mais on espère, revenir sur les conventions. On espère, faire rejouer, dire des bêtises aux gens parce qu'on sera fatigué après 48 heures de convention, ce genre de truc, quoi. Ça fait partie du plaisir. C'est bah, c'est dans le comment dire? Dans les combes, c'est revenir encore plus crevé que quand il y allait. Sinon, C'est c'est quoi normal. l'intérêt? Clairement. En tout cas, bah, je vous remercie de votre participation pour cette interview. C'était très sympa. J'ai beaucoup aimé le bouquin. J'ai aimé aussi porter beaucoup de choses bah, significatives, hein. C'est jamais évident ce genre de livre à appréhender. C'est bien d'avoir quelqu'un derrière pour essayer pas sur du 5, on est sur autre chose, mais le changement c'est bien aussi. Et faut savoir aussi s'adapter à de nouveaux styles de livres et de nouveaux styles. Bah, merci à toi, c'était très, très sympa et c'était un plaisir de parler du jeu aussi. Carrément. Euh, je vous laisse tranquille pour la soirée. Euh, non mais ok, en tout cas ça toujours un plaisir. Mais bah, si vous vous retrouvez chez Aki, bah je passerai peut-être faire un tour, si c'est la possibilité. Et puis bah, je vais vous dire à très très bientôt. Je cherchais juste ma scène un peu de temps. Bonne soirée à vous. Ciao.